La vie est trop précieuse. Tu peux pas en disposer. La vie est pas précieuse du tout. T'as pas vu les gens? Ils s'entretuent tout le temps. Et ils ont pas besoin d'avoir de super pouvoirs pour le faire. Ils tuent aussi les gens normaux. Tu parles comme papa. Et alors? En quoi est-ce que c'est mauvais? Tu fais celui qui sait tout sur tout le temps, mais tu t'es jamais dit que papa pouvait avoir raison? Ce dialogue entre Mark et Oliver révèle tout le drame d'un enfant né entre deux mondes, condamné à vieillir trop vite et instrumentalisé dans une guerre qui le dépasse. Bienvenue sur Otas Crime, la chaîne où nous explorons le destin tragique qui se cache derrière le masque de nos héros. Aujourd'hui, nous plongeons sur un personnage souvent négligé d'Invincible, mais dont la destinée est peut-être la plus bouleversante de toutes. Oliver Grayson. Si vous avez vu la saison 3 d'Invincible, lu les comics ou encore vu l'histoire complète d'Invincible sur ma chaîne principale Aramis Crime, vous connaissez déjà son importance dans la partie 2, particulièrement lors du plan contre les Viltrumites. Mais, ce qui rend vraiment Oliver fascinant, c'est sa position unique dans l'univers. Ni humain, ni Viltrumite, ni Traxan, mais un enfant soldat condamné à brûler trop vite au service d'une guerre qui le dépasse. Alors, plongeons dans la tragédie d'Oliver Grayson, l'hybride sacrificiel. Oliver n'est pas un enfant ordinaire. Fils d'Omniman et de la reine Ambressa de Traxa, il est le fruit de deux espèces radicalement différentes. D'un côté, les Viltrumites quasi immortels, de l'autre, les Traxiens, dont la durée de vie ne dépasse pas une année terrestre. Et ce mélange génétique crée une anomalie biologique cruelle. Oliver vieillit et apprend à une vitesse vertigineuse. À quelques mois à peine, il a déjà l'apparence et les capacités cognitives d'un préadolescent. Cette accélération du temps n'est pas qu'un simple détail biologique. C'est une malédiction existentielle. Oliver n'a pas le luxe de vivre pleinement chaque étape de son développement. Il est propulsé d'une phase à l'autre sans jamais avoir le temps de construire les fondations émotionnelles nécessaires à chaque âge. Quand Mark le ramène sur Terre, il a déjà l'apparence d'un enfant de 2 ou 3 ans, alors qu'il vient à peine de naître. En quelques semaines, il parle parfaitement, apprend à une vitesse phénoménale et développe rapidement ses pouvoirs. Mais cette compression temporelle a des conséquences tragiques sur son développement psychologique et psychique. Car comme l'a montré des recherches scientifiques, les animaux à durée de vie courte évoluent pour apprendre plus rapidement. Leur cerveau s'adapte pour absorber un maximum d'informations en un laps minimum de temps. Ce qui fait d'Oliver probablement l'un des êtres les plus intelligents et les plus perspicaces de l'univers d'Invincible. Mais cette efficacité cognitive a un prix. Son développement moral et émotionnel ne suit pas le même rythme. Et même s'il peut réciter les noms des signataires de la déclaration d'indépendance sans grande difficulté, John Witherspoon, Oliver Volcott et... George White. Bravo. Tu as une mémoire vraiment très impressionnante, Oliver. Je peux aller jouer maintenant? T'as dit que je pourrais aller jouer si je les avais tous. il a des concepts qui le dépassent. Notamment, il ne comprend pas pourquoi tuer est mal. Imaginez ne jamais pouvoir vous intégrer. Nulle part. Jamais. C'est la réalité quotidienne d'Oliver. Trop Viltrumite pour Traxa, trop Traxien pour la Terre, et vieillissant trop vite pour se faire des véritables amis humains. Dans ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible partie 2 sur Aramis Crime, j'ai évoqué comment l'identité hybride d'Oliver le place dans un no man's land identitaire. Il n'appartient complètement à aucune des espèces, ni à aucune des cultures. Et à cela s'ajoute l'isolement social forcé. Pas d'école, pas d'amis de son âge, pas d'expérience partagée avec des pairs, juste des tuteurs, des adultes, et un monde qu'il observe à travers une fenêtre sans jamais pouvoir vraiment en faire partie. Non mais, imaginez juste une seconde, un enfant dans un corps de préadolescent avec des pouvoirs capables de détruire une ville. C'est exactement ce qu'est Oliver. Parce qu'alors que Mark a eu 17 ans pour s'adapter à la vie sur Terre et un peu plus de temps pour s'adapter à ses pouvoirs, Oliver n'a que quelques mois d'existence mentale et physique lorsqu'il commence à combattre le crime. Cette accélération temporelle crée un décalage fondamental entre sa capacité intellectuelle et son développement moral. Selon le développement moral du Dr Lawrence Kohlberg, les enfants développent leur sens moral progressivement au fil des expériences et des interactions sociales. Mais Oliver, lui, n'a pas ce luxe. Ça me fait fortement penser à la situation qu'Atom Eve subissait. Tu peux aller le voir sur ma précédente vidéo sur l'histoire d'Atom Eve. Il doit former son sens moral et critique en quelques semaines, alors que ce processus prend normalement des années chez un enfant normal. Et cette solitude façonne sa vision du monde. Sans le filtre de la socialisation normale, sans l'apprentissage par l'interaction avec d'autres enfants, Oliver développe une perspective unique mais terriblement déformée. Et preuve en est qu'il idolâtre son père absent, Omniman, dont il ne connaît que les récits héroïques et les exploits. Il ne voit pas le conquérant, le meurtrier. Il voit le père mythique, le guerrier légendaire qu'il aspire à devenir.
Et ce trope récurrent de la fiction fait écho à un personnage bien connu des fans de fiction. J'ai nommé Sangohan, qui a la même approche avec son père, qui l'admire aussi, sans connaître ses défauts, mais à la différence que ce dernier, lui, a eu le temps de grandir correctement sur Terre et de comprendre les humains. Cette idolâtrie combinée à son isolement crée un cocktail dangereux de narcissisme, de détachement émotionnel et de vision binaire du monde. Mais la véritable tragédie d'Oliver n'est pas seulement biologique ou sociale, elle est aussi morale, car Oliver est fondamentalement un enfant soldat. Non, prends réellement 2 secondes et pose-toi. Vois le tableau. Un enfant avec des pouvoirs surhumains, une compréhension limitée de la moralité et un désir désespéré de plaire à ses figures paternelles. La recette parfaite pour une arme vivante. Effectivement, sur Terre, sa peau violette et son vieillissement rapide l'empêchent d'aller à l'école normalement ou de se faire des amis de son âge. Il est isolé, coupé de toute socialisation normale. Contrairement à Mark qui lui avait William, Amber ou Eve, Oliver, lui, n'a que sa famille adoptive et les rares héros avec qui il interagit. Et ce manque de socialisation a un impact dévastateur sur sa capacité à développer de l'empathie. N'ayant jamais vraiment côtoyé d'autres enfants, comment pourrait-il comprendre pleinement la valeur de la vie humaine? Comment pourrait-il développer la compassion que Mark a acquise à travers des années d'amitié et de relations? Bien sûr, Mark essaie de le protéger, notamment de Cecil Steinman, directeur de la DEA, qui ne voit en lui qu'une arme vivante. D'ailleurs, lui aussi, il mériterait sa propre vidéo. Il essaye de lui inculquer des valeurs, de le tenir éloigné des combats, mais la réalité de leur monde ne le permet pas. Les menaces sont trop nombreuses et trop immédiates. Et ainsi, un enfant qui devrait jouer dans un parc se retrouve à affronter des menaces planétaires. Un enfant qui devrait apprendre les nuances de la vie se retrouve à prendre des décisions de vie ou de mort. Souvenez-vous de son premier acte héroïque que nous avons tous vu dans la série d'Amazon, ou que tu retrouveras dans l'histoire complète d'Invincible partie 1 sur ma chaîne principale Aramis Crime, lien dans la description. Abonne-toi, like et mets la cloche, merci d'avance. Qui tourne au drame face au meurtre des jumeaux Moller. Non, sérieux, souviens-toi. Quand Oliver tue les jumeaux Moller et que Mark le confronte, sa réponse est glaçante de simplicité. C'était un méchant, il méritait de mourir. Simple. Mais comme on l'a dit, il faut savoir que cette simplicité du bien et du mal n'est pas le fruit d'une cruauté innée. C'est le résultat d'un développement moral accéléré, sans l'expérience nécessaire pour prendre conscience de la vie et comprendre les nuances. Oliver n'est pas un monstre. Il est une victime d'une guerre intergalactique qui n'a pas sa place pour l'innocence de l'enfance. Et tout ceci est montré par sa relation avec Debbie, sa mère adoptive, qui est très complexe. Elle tente de le lever comme un enfant normal, mais il représente aussi un douloureux rappel de l'infidélité de Nolan. Quant à Mark, il oscille entre son rôle de grand frère et celui de mentor, sachant que lui-même est encore en train de définir sa propre identité en tant que héros. Donc, tout ce méli-mélo d'émotions renforce cette solitude fondamentale qui pousse Oliver à idéaliser son père absent, Omni-Man. N'ayant pas été témoin direct de ses atrocités sur Terre, il voit Nolan comme une figure héroïque à imiter plutôt que le tyran que Mark a combattu. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans la trajectoire d'Oliver. Une vie qui brûle trop vite, trop intense. Car la grande tragédie d'Oliver est peut-être son instrumentalisation. Dès sa naissance, il est entraîné dans une guerre qui n'est pas la sienne. D'abord sur Traxa, où sa mère l'envoie sur Terre pour lui offrir une vie meilleure. Puis, sur Terre, où il devient rapidement un soldat de la guerre contre les Viltrumites. Oliver est utilisé pour tous les camps. Pour Nolan, il représente un allié potentiel, un fils qui pourrait suivre ses traces sans la contamination des valeurs humaines. Et je mets des guillemets sur contamination. Pour l'Alliance des planètes, il est une arme précieuse contre les Viltrumites. Et même Mark finit par l'utiliser comme partenaire de combat malgré ses réticences initiales. Et cette instrumentalisation s'accompagne d'une pression énorme. À peine capable de comprendre les enjeux moraux complexes, Oliver est plongé dans des combats à mort où des décisions éthiques que même des adultes auraient du mal à gérer doivent être prises. Lorsqu'il a tué les frères Moller par accident, sa justification a révélé une vision simpliste et binaire de la justice. Ce que Robert Kirkman souligne ici, c'est la façon dont la société moderne instrumentalise la jeunesse, lui imposant des responsabilités et des choix avant même qu'elle ne soit prête. Oliver est l'allégorie parfaite de l'enfance volée.
une thématique malheureusement universelle et intemporelle. Dans un univers où les Viltrumites vivent des millénaires, où Mark peut se permettre de réfléchir à ce qu'il fera dans 500 ans, Oliver, lui, est condamné à une existence fugace malgré son héritage paternel Viltrumite. Cette conscience aiguë du temps qui passe influence chacune de ses décisions. Pourquoi perdre du temps à débattre quand on peut agir? Pourquoi s'embarrasser de moralité quand l'efficacité peut sauver des vies? Oliver, lui, comprend intuitivement ce que les Traxiens ont appris au cours de leur révolution. Quand votre temps est compté, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe des hésitations, des remords, des débats philosophiques. Et c'est justement ça qui rend sa vision du monde si dangereuse, mais en même temps si compréhensible. Pour un être dont la vie brûle trop vite, les solutions expéditibles semblent être celles qui ont le plus de sens. Et cette crise identitaire le conduit à des comportements contradictoires, tantôt héroïques et protecteurs, tantôt brutal et sans pitié. Il oscille constamment entre la voix de Mark et celle de Nolan, cherchant sa propre définition à ce que signifie être un héros. Et le destin d'Oliver atteint son apogée tragique lorsqu'il choisit de se retourner contre les Viltrumites. Attention, risque de spoil si tu n'as pas lu les comics, car ce que je vais dire là n'a pas encore été adapté en animé, ni même sur ma chaîne principale, où je te raconte les histoires entières de tes fictions préférées. Ok, reprenons. Ce choix courageux scelle son sort. Il est tué par Thraig, le leader impitoyable des Viltrumites. Et dans ces derniers instants, Oliver incarne l'essence même du sacrifice héroïque, offrant sa vie pour sauver ceux qu'il aime. Et cette fin tragique souligne la complexité de son personnage. Un être tiraillé entre deux mondes, cherchant désespérément sa place, et qui, malgré ses erreurs et son passé tumultueux, trouve la rédemption dans un acte ultime de bravoure. La trajectoire d'Oliver est celle d'un sacrifice annoncé. Comme nous l'avons vu dans l'histoire complète d'Invincible sur Aramis Crime, son destin est scellé par sa nature même. Être né entre deux mondes, condamné à brûler trop vite dans une guerre qui le dépasse. Sa tragédie est universelle, celle d'un enfant forcé à grandir trop vite dans un monde violent, cherchant désespérément sa place. Oliver incarne la tension entre notre nature biologique et nos choix moraux, entre l'héritage et l'identité que nous construisons. Dans un monde où les cycles de violence se répètent de génération en génération, où les enfants héritent des guerres de leurs parents, Oliver Grayson nous rappelle le prix terrible payé par ceux qui sont nés entre deux mondes, sacrifiés sur l'autel des conflits qui les précèdent. Et par là, Robert Kirkman nous parle de métissage de notre propre espèce. Il l'encourage même à condition que les guerres idéologiques de pensée, religion et autres n'empiètent pas sur l'avancement de l'espèce entière, ce qui est trop souvent le cas dans notre monde. En somme, Oliver Grayson est plus qu'un simple personnage secondaire d'Invincible. Il est le reflet des dilemmes moraux, des conflits d'identité et des sacrifices que l'on trouve chez les héros les plus complexes. Son histoire nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la puissance, mais dans les choix que l'on fait face à cette adversité. Et en explorant la vie d'Oliver, nous sommes confrontés à deux questions profondes sur la nature de l'humanité, le poids de l'héritage et la quête de la rédemption, des thèmes universels qui résonnent bien au-delà des pages d'une bande dessinée. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à Otascreen, chaîne où je décrypte toutes tes œuvres de fiction préférées, et je t'invite aussi à découvrir toutes les histoires complètes que je raconte sur ma chaîne principale Aramis Crime, non pas seulement que de l'Invincible, mais aussi plein d'autres œuvres. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les abîmes de la fiction. On se retrouve à la prochaine vidéo.